Dites-moi, est-ce que vous connaissez le point commun entre les Égyptiens, les Chinois, les Grecs de l'Antiquité, les soldats de Napoléon, Venise, l'Alsace, les Mongols, les bonnes sœurs, un mulot et Dijon? La réponse tout de suite. L'ancêtre du pain d'épices, c'est le pain de miel, inventé par les Égyptiens. À la base, l'apparition du pain est liée à l'agriculture, dont l'histoire est développée dans cet épisode, dont voici le lien. En Égypte antique, on cultivait de nombreuses céréales. L'Égypte est considérée comme le berceau de la boulangerie. Et pour enrichir leur pain, les Égyptiens ajoutaient de la graisse, des œufs, mais aussi ce qui nous intéresse, du miel. Le miel qui avait un effet conservateur, voire antiseptique. À savoir aussi que le miel est considéré comme le premier antibiotique. À l'époque, le pain enduit de miel était en partie destiné aux rites et aux offrandes aux dieux. Pour info, à la fin de la journée, on considérait que les dieux avaient pris leur part, et du coup les offrandes étaient mangées par les prêtres, qui se mettaient bien, il faut bien le dire. Les Grecs reprirent ensuite le truc. Il faut dire qu'ils confectionnaient plus de 70 variétés de pain, en utilisant des levures de vin pour faire lever leurs pâtes. Et ils en enduisaient certains de miel à l'égyptienne. Puis ce fut le tour des Romains qui reprirent l'idée à leur tour. Précisons que le pain était l'aliment de base des Romains avec la bouillie. Chaque catégorie sociale avait alors son pain. Pour les riches, il y avait le pain de farine blanche. Pour les pauvres, le pain de farine et de son. Et pour les esclaves, le pain d'orge. Le pain enduit de miel se répandit jusqu'aux légionnaires avec le panis mellitus, qui était un pain à base de farine de sésame et enduit de miel sans épices, le miel permettant une plus longue conservation. Mais le pain d'épices tel que nous le connaissons serait d'origine chinoise et s'appelait à l'origine le mi king, un pain de froment et de miel aromatisé avec les plantes du coin. Il a été mis au point en Chine au Xe siècle pour les empereurs de la dynastie Tang. La recette se répandant ensuite dans la société chinoise jusqu'aux Mongols. Et les Mongols l'adopteront vraiment parce que ce gâteau fera partie des rations de guerre des cavaliers de Gengis Khan, le fondateur de l'empire mongol, qui est pour info le plus vaste empire en un seul bloc de tous les temps. Le pain d'épices ayant l'avantage de se conserver parfaitement tout en étant très énergétique. Et son empire, Gengis Khan, y va l'étendre jusque chez les Arabes, que ses troupes affronteront allant jusqu'à raser la ville qui était alors la plus riche et la plus développée du monde au Xe siècle, Bagdad. Mais dans tout ce chaos, les Arabes vont récupérer la recette du pain d'épices. Et c'est pendant les croisades au XIIe siècle que les Européens découvriront à leur tour ce pain de miel, mais aussi les fameuses épices orientales. Il faut dire que le commerce des épices a constitué l'un des premiers réseaux mondiaux d'échange de marchandises sur de longues distances. 2000 ans avant Jésus-Christ, il se développait à partir de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Les épices faisaient partie des rites de nombreuses religions antiques et le commerce des épices devient la source de contact direct entre les mondes grec, romain, indien et chinois. C'est ce qu'on a appelé la route des épices. Puis, avec la chute de l'Empire romain et l'expansion de l'islam, le centre de gravité du commerce des épices se déplaça vers l'Orient. L'océan Indien était alors le carrefour de tous les mouvements entre les sources de production d'Asie et les marchés arabo-musulmans et chinois. Dans toute cette organisation, l'Europe du Moyen-Âge ne pèse quasi rien et achète alors littéralement à prix d'or les marchandises dont elle ignore souvent l'origine. Ce sont donc les croisades qui permettent à l'Occident chrétien de redécouvrir les épices et de provoquer un nouvel essor des échanges commerciaux avec l'Orient musulman. Et étant donné qu'il y a beaucoup de pognon à se faire avec ce marché, les pays d'Europe du Sud commencent à se taper dessus pour avoir le monopole commercial. Particulièrement l'Italie, qui était alors un mélange de royaumes, de duchés, de républiques, de principautés, dont au final la République de Venise sortira grande vainqueur, s'offrant un quasi-monopole sur la redistribution des épices dans toute l'Europe.
Entre-temps, les croisés avaient rapporté la recette du pain d'épices chez eux en Allemagne et en France, où elle se diffuse par les monastères, qui sont des espèces de premières proto-usines fabriquant un peu de tout selon les endroits. Du fromage, du vin, de l'alcool, du savon, des huiles, de la maroquinerie, de la poterie et bien sûr de la bière, qui d'ailleurs finira par donner naissance à une expression que l'on connaît bien aujourd'hui. Car à cette époque, les moines avaient tendance à employer des gens de l'extérieur pour faire des travaux et ils les payaient avec leur bière. Mais si les gens de l'extérieur voulaient être payés en pièces, on leur donnait alors de l'argent pour qu'ils puissent s'acheter à boire de leur côté. C'est l'origine de l'expression pourboire. C'était même les moines qui faisaient les livres. À titre informatif, pour vous donner une idée de la puissance du truc, nous, à Dijon, on avait 2 monastères ultra dopés, ce qu'on appelle des abbayes, qui se tiraient la bourre en ville et qui furent vite rejoints par une succursale de l'abbaye de Cîteaux, ce qui eut pour effet de faire exploser l'économie de la ville. Ajoutez à ça quelques reliques de saints pour attirer le pèlerin, et là, c'est jackpot. Parmi ce que produisaient les monastères, il y avait aussi des lotions, des baumes et tout ce qui est médoc à base de plantes, avec entre autres des tisanes médicinales. Et pour les circonstances exceptionnelles, un peu de poudre d'os de reliques du saint du coin pour rendre le remède plus efficace. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que qui dit plante dit épice. Et ces monastères et abbayes produisaient aussi du miel considéré comme médicinal. Ce qui faisait que les pains d'épices de monastère étaient vendus au départ comme une sorte de médicament avant de devenir un gâteau d'ultra luxe. Le pain d'épices de cette époque était additionné à toutes sortes d'épices rares, donc totalement inabordables pour le commun. Clous de girofle, noix de muscade, gingembre ou encore cannelle. Ce qui faisait du pain d'épices un mets très précieux, symbole de richesse et de puissance, adoré par les nobles européens. Sa rareté était renforcée par son procédé de fabrication. La pâte du gâteau, enduite de miel, devait sommeiller pendant 6 mois. Depuis Venise, où arrivaient les épices, il y avait une grosse voie commerciale qui montait vers le nord de l'Europe jusqu'au principal nœud d'échange entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Ce gros carrefour, c'est l'Alsace. C'est donc à cet endroit qu'on trouvait le plus facilement des épices à l'intérieur du continent. Et vu que le miel était produit sur place, il y avait tous les éléments pour provoquer l'explosion de ce qu'on appelle les pains d'épicier. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, l'Alsace est réputée pour son pain d'épices. Ce carrefour commercial était également relié au nord de l'Europe, dans les Flandres, par des routes menant jusqu'au port commerçant avec l'Angleterre, où le pain d'épices continue son parcours en étant particulièrement apprécié par une comtesse de Flandre qui s'appelait Marguerite. Elle aimait particulièrement ce qu'on appelait alors le boichet, un ancêtre du pain d'épices à base de farine de froment et de miel blanc. Et cette comtesse, avec qui elle va se marier? Eh ben avec Philippe le Hardi, qui est le premier duc de Bourgogne de la famille des Valois, qui va créer l'âge d'or du duché de Bourgogne, en annexant notamment par alliance le territoire de sa femme, à savoir la Flandre. C'est lui aussi qui développa la renommée du pinard de Bourgogne, mais si vous voulez en savoir plus sur lui, voilà le lien de l'épisode. C'est donc la femme du duc de Bourgogne, Marguerite, qui fit connaître le pain d'épices à Dijon. Le pain d'épices va ensuite évoluer à la fin du XVe avec une variante utilisant de la farine de millet et appelée pain de Gaulderie, qui supplanta le boichet et qui se maintiendra jusqu'au XVIIIe. La première mention connue de pain d'épices à Dijon remonte à une ordonnance d'Henri IV, concernant le statut des pâtissiers de la ville. En effet, les marchands de cette époque avaient eu la bonne idée de se regrouper en corporations pour mieux faire valoir leurs intérêts. Pour l'anecdote, il y avait alors 7 grands corps de marchands. La draperie pour les métiers du textile, la mercerie pour les métiers du négoce de marchandises, la pelleterie pour les métiers du cuir, la bonnetterie qui regroupe les métiers de l'habillement, l'orfèvrerie qui regroupe les métiers des métaux et des pierres précieuses, les marchands de vin, et enfin l'épicerie, qui regroupe les métiers de l'alimentation, dont ceux qui nous intéressent. Il faut attendre 1711 pour trouver la mention d'un pain d'épicier à Dijon.
mais c'est Barnabé Boittier qui lancera vraiment la fabrication du pain d'épices dans la cité des Ducs et qui prospérera au moment de la Révolution et de l'Empire. Pourquoi pendant la Révolution et surtout pendant l'Empire? Eh bien parce que les armées de Napoléon avaient dans leur ration du pain d'épices, qui se conservait toujours aussi parfaitement, tout en étant toujours très énergétique. En Russie, ça avait même l'avantage de ne pas geler, tellement celui-ci était sec. Après, le fait que le pain d'épices soit ultra sec, ça le rendait aussi dur comme de la pierre, à tel point qu'on raconte que les soldats devaient le briser à grands coups de crosse de leur fusil. Et pour info, le problème de la conservation des rations de l'armée, qui se posait toujours pour tout le reste des denrées, fut solutionné par Napoléon qui avait lancé un concours pour solutionner ce problème, menant à la création de la conserve. L'affaire de Barnabé Boittier tourne donc bien et elle est reprise en 1838 par un certain Louis Mulot, puis par son fils. En 1901, elle passe dans les mains du gendre de ce dernier, Auguste Petitjean, qui fonde la très réputée Maison Mulot et Petitjean. Le pain d'épices de Dijon se caractérise par sa pâte mère pétrie de farine de froment, de miel et de sucre qui repose 2 semaines avant de recevoir des jaunes d'œufs, le levain et les arômes, particulièrement l'anis. Le tout veillant au faible taux de matière grasse inférieur à 3%. Au XIXe siècle, avec le développement de l'industrialisation, d'autres fabriques de pain d'épices apparaissent. En 1911 à Dijon, ce sont 12 fabriques qui emploient 170 personnes et qui produisent 3 tonnes de pain d'épices par jour. Quand vient la Première Guerre mondiale, c'est une autre fabrique de pain d'épices, la maison Filbé, qui se développe en fournissant le dessert de base des soldats. Elle comptera jusqu'à 100 employés. Il faut dire qu'à Dijon, en ce temps-là, on produisait pas mal de tout type de gâteaux, notamment les biscuits Pernod, rien à voir avec Jean-Pierre. Ah non, pas Jean-Pierre Pernod, ah non, pas Jean-Pierre Pernod, il est pas là Jean-Pierre Pernod. Qui, elle aussi, fabriquait les desserts des soldats de la Première Guerre mondiale, et qui, à elle seule, plaça Dijon à la 3e place de la biscuiterie industrielle française en 1919. En 1940, à Dijon, c'est 14 usines de pain d'épices qui occupent 300 ouvriers et produisent 25 tonnes par jour. Après une chute pendant la Seconde Guerre mondiale, la production de pain d'épices culmine en 1956 avec 4500 tonnes. Il faut avoir de l'appétit, hein? Puis, c'est l'industrie alimentaire à grande échelle qui restructure le secteur, provoquant la fermeture des fabriques. Tant pis pour la qualité, tout ce qui compte, c'est que tout le monde puisse avoir les moyens de manger du pain d'épices, de le mettre à portée de chacun. Ainsi, dans les années 50, les 2 dernières grandes fabriques de pain d'épices restantes de Dijon et de Besançon fusionnent avant d'être absorbées en 1982 par Danone. Puis la branche sera revendue à Lu avec la marque Prosper. Aujourd'hui, ce pain d'épices industriel est fabriqué sous la marque Vandame et appartient à l'immense groupe américain Kraft Food, qui, pour info, possède entre autres Côte d'Or, Milka, Toblerone, Prince, Oreo, Carte Noire, Café Grand-Mère, Café Maxwell et Lu. Mais si vous voulez un vestige de l'âge d'or du pain d'épices dijonnais, il subsiste encore aujourd'hui une dernière, une ultime fabrique artisanale de pain d'épices à Dijon, Mulot et Petitjean. Voilà pour l'histoire du pain d'épices. Un petit bonus maintenant. Au Moyen-Âge fut inventé un petit gâteau à base de pain d'épices fourré de marmelade, d'orange et légèrement nappé de miel, fait par les nonnes dans leur monastère. Ce gâteau, c'est la nonnette. À la base, ça vient de Reims. Il faut dire que la ville était la plus réputée de France pour la qualité de son miel. La recette a été reprise à Dijon où on y a mis du cassis et un glaçage fait de sirop de fruits de miel. Et si vous voulez le top du top, il y a le glacé mince. Des bâtonnets de pain d'épices qui, au Moyen-Âge, étaient recouverts d'une fine couche du meilleur miel, c'est-à-dire de sa couche la plus raffinée qui se forme à sa surface. Ce miel donnant un aspect brillant au bâtonnet de pain d'épices, doux, glacé et mince pour l'épaisseur de la couche de miel qui était très fine.
Après, il y a le pain d'épices de Pologne, de Croatie, d'Allemagne, sans parler de tout ce qu'il y a autour par rapport au marché de Noël, au conte avec Hansel et Gretel, tout ça. Mais moi je suis de Dijon, alors j'invite les gens d'Alsace, etc. à parler à leur tour de leur spécialité locale s'ils veulent la mettre en avant. De mon côté, j'ai fait ma part pour ce qui est de mon coin.